Donc dans quelques minutes, nous allons démarrer la rencontre littéraire. Il reste encore une signature ou deux à achever, j'ai l'impression, mais n'hésitez pas à rejoindre le parterre de rendez-vous où nous allons nous rassembler pour échanger. Et je vous précise que, bien entendu, ça n'est pas achevé, vous aurez toute l'occasion après de reprendre le cours des conversations privées, des achats de livres éventuels et de dédicaces. Voilà, Iré Chalman va nous rejoindre et nous allons démarrer. Ça fait du monde, dis donc. Bravo Jeanne, bravo Simone, bravo Guy. Vous faites encore recette, c'est bien, hein? Okay. Alors on va commencer tout de suite par remercier Thomas et Anne, hein, qui nous accueillent et qui sont bien entendu les heureux propriétaires de ce lieu, à la fois original et ravissant. Donc comme personne n'est obligé à rien, achetez juste 5 ou 6 bateaux et ça fera la maille. Et Jeanne vous fera un petit remerciement ensuite à ce sujet. Oui, alors bien sûr, je voudrais remercier Thomas et Anne de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Je voudrais aussi souligner le fait que c'est une rencontre autour de l'amitié, avec, on se connaît tous de longue date. En fait, on s'est connus par l'intermédiaire, Anne et Thomas et moi, on s'est connus par l'intermédiaire de Philippe Audois, le peintre, dont la femme est là, qui est mort l'hiver dernier. Voilà, et en fait, on a organisé cette rencontre un peu en souvenir aussi de Philippe. Je voulais remercier aussi Hervé, qui a pris plein de photos et qui a permis qu'on fasse cette magnifique affiche. Je voudrais remercier Jean-Christophe aussi, qui a fait les flyers, qui a fait toute l'affiche. Voilà, et puis je vais bien sûr remercier Guy et Simone de se prêter à ce petit moment amical. Voilà. Et aussi Thierry, le vidéaste, qui a fait tout le teasing et toute la communication autour de cet événement. Voilà. Merci Jeanne, mais attention quand même aux mots qui finissent par ast. Alors, bonsoir à toutes et à tous, et merci donc d'avoir laissé votre intuition prendre les commandes. Et comme ça, nous allons passer un vrai bon moment ensemble autour de 3 bons bouquins. Et puis on prime, on a leurs auteurs et un apéritif éricapien derrière pour pouvoir échanger donc en toute décontraction. On ne va pas faire des phrases, surtout un week-end prolongé, donc le programme, vous l'avez compris, brève présentation des écrivaines et écrivains, que vous connaissez déjà forcément bien, sinon vous ne seriez pas là. Une brève présentation des ouvrages qu'il s'agit de découvrir ou de redécouvrir ce soir, et puis quelques questions à chacun et à chacune autour de chaque livre, et puis voilà. Le micro-baladeur sera dispo à chacun d'entre vous pour vous poser les questions que vous voulez. Et puis si vous vous sentez timide pour prendre la parole en public, les auteurs, comme je le disais, repartiront à leur table pour pouvoir continuer à vous faire des dédicaces et à échanger directement avec vous. Voilà un petit peu pour le programme. Donc si vous le voulez bien, on va attaquer tout de suite, Jeanne. Et puis avant quand même, je voudrais que, puisque Jeanne a fait beaucoup de remerciements, que ce soit nous qui les applaudissions pour leur travail. Voilà. Alors, on va commencer par leurs points communs, bien entendu. Nos amis sont des farouches partisans du bassin, dont ils partagent la vie quotidienne et certains des traits de caractère. Ils se connaissent plutôt bien, à force de hanter les mêmes salons littéraires ou d'enchaîner les signatures dans le même secteur. Ils sont souvent présents dans les listes de concours littéraires et ne se privent jamais de gagner quelques prix prestigieux. Bien sûr, ils ont chacun leur style, et si le bassin est souvent un élément important des histoires, ils cultivent aussi des batteries de personnages réels ou bien fictifs qui dépassent la dimension locale pour nous plonger dans une comédie humaine et où les récits peuvent captiver l'attention, qu'on soit ici au Canon ou à Strasbourg ou que sais-je à New York, hein, bien entendu. Alors vite fait, chacun un petit mot sur chacun et chacune des auteurs. Jeanne Fèvre d'Arcier, c'est, on va dire, un peu de la polyvalence. Elle est capable de captiver les mômes en littérature jeunesse. C'est aussi une artiste d'histoire fantastique, un genre qui t'a longtemps tenu un petit peu en haleine. Tu es une échafaudeuse de suspense haletant, mais capable aussi de baguenauder à la cool en peintre de société. Et ça tombe bien parce que c'est un petit peu de ça dont il va s'agir ce soir.
Simone, toi, bah oui, tu sais également écrire, je te le confirme. Ton grand truc, ce sont les va-et-vient. Alors, donc, ton mari pourra bien sûr le confirmer, mais pas que. Parce que dans chaque roman, on passe de monde en monde, de lieu en lieu, de tranche d'histoire à tranche d'histoire, ou comme dans ce dernier roman, de tragédie moderne en tragédie moderne, qui malheureusement accapare trop souvent la une des journaux. Simone, c'est aussi une bosseuse. Et les histoires regorgent de détails et d'exactitudes. Elle fait des recherches, elle consulte des gens. Et peut-être bien que l'ancienne prof n'ambitionne pas seulement de vous emmener en voyage, mais de poursuivre toujours et encore son enseignement. Et puis Guy Reichenbach, alors c'est encore autre chose. Lui, c'est sûr que son flic de papier, Anselme Villoc, qui est le héros récurrent de ses derniers romans, n'est pas pour rien dans sa notoriété. Il a accroché le public, mais Guy, c'est un peu le mec énervant. C'est celui qui dort en classe et qui finit premier à l'interro. C'est un peu le genre. Mais surtout, il a du flegme, il a de l'humour un peu british. Il aime lui aussi partir dans le passé, en petites foulées souples, truffées de références, d'une écriture habile, qui force à réfléchir ou bien à rigoler. Ici, il est un peu comme George Lucas, parce qu'il nous fait un préquel. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire c'est l'histoire avant l'histoire, mais après l'histoire. C'est un petit peu l'histoire, ou un spin-off, si tu veux, ouais. Puisque donc, on va faire la connaissance d'un personnage déjà développé dans la saga des Villoc, mais avant tout ça, quand il était enfant. Alors, bien entendu, maintenant, je vais poser quelques questions à chacun des auteurs, une fois que cette présentation est achevée, si elle vous convient, et si vous n'avez rien à rajouter. Alors, on commence par Jeanne. Question qui sera la même, donc les deux autres, préparez-vous. Résumez brièvement votre livre. Bien entendu. Alors, les chroniques du Cap Ferré, c'est vraiment de l'autodérision. Et quand mon mari, qui est éditeur, a relu les textes, il m'a dit: tu vas vraiment te passer pour un con. Et je lui ai dit: parce que tu crois que j'énerve ma ligne. Bon, en fait, c'est le résumé, ou du moins le condensé de toutes les âneries qu'on a faites quand on a commencé à vouloir s'installer au Cap Ferré. Donc c'est le rêve qui se fracasse contre le réel. Et alors, dans les premières anecdotes, celle que je raconte en premier, c'est l'histoire du bateau. Donc Christian passe son permis bateau, on va chercher notre bateau sans se rendre compte que c'était une marée d'équinoxe en juin. On dépose nos invités au canon, au bord. Heureusement, il y avait mon frère, une amie qui est là, italienne d'ailleurs, et notre chien. On retourne pour amarrer notre bateau, et là on monte dans l'annexe sans se rendre compte qu'il faut se mettre face à face, et puis côte à côte, avec une différence de 30 kilos. Donc c'est évidemment ce qu'on peut se retrouver à la flotte. Moi j'avais un sac autour du cou, c'est rempli de flotte, on a perdu les clés, on a perdu les téléphones, voilà. Au début je rigolais beaucoup parce que je suis bonne nageuse, et puis quand j'ai vu que je ne pouvais pas accrocher à un cordon qui était à 30 mètres, j'ai vraiment commencé à paniquer. Et j'ai dit à Christian, lui il ne paniquait pas du tout, et je lui ai dit: qu'est-ce qu'on fait là? Il m'a dit: on se met sur le dos et on crie au secours. Et je lui ai dit: au secours comme des blaireaux? Il m'a dit: oui chérie, comme des blaireaux. Voilà. Et heureusement, il y avait des gens qui pêchaient à côté, et donc les blaireaux parlent. Oui, les blaireaux parlent. Et ils sont venus nous récupérer, heureusement, parce que je ne sais pas comment on aurait fini sinon. Voilà. Donc le livre, c'est ce genre d'anecdote. Voilà. En fait, on peut le lire vraiment de façon décontractée, avec un verre de rosé à la main, sur une plage, sur une terrasse à salon. C'est un bon moment. C'est très amusant, je crois. Alors Jeanne, justement, est-ce qu'on peut parler à propos de ce livre d'une satire sociale, d'autodérision, ou un peu des deux? Satire sociale... Parce que tu fais quand même des sacrés portraits de certaines personnes. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelques portraits un peu pas piquer des verres, des gens, par exemple, on va pas donner de nom, mais des gens qui se mettent à la pêche et qui organisent des dîners après avoir pêché, genre, je sais pas, 100, 200 tonnes, voilà, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, ils font des dîners, ils essaient de distribuer les thons autour d'eux. L'enfant qui est embarqué dans la pêche, on le laisse à la maison pour découper les thons, les préparer, tout ça. Le môme, il pleure jusqu'à minuit parce qu'il en a marre, il est dans le sang. Le père, ça ne gêne pas parce qu'il est chirurgien, voilà. Et puis après, les thons, il les donne, il garde tout à l'eau, après avoir des astrabiotiques. C'est un très mauvais dîner. Alors, il y a quelques dîners de trop comme ça, mais je crois que celui-là, c'est vraiment pire. Alors, en quelques mots, parce qu'effectivement, ce serait inépuisable, mais
trois angles concernant le bassin. Qu'est-ce qui te fait bien rigoler par ici? Alors, qu'est-ce qui me fait bien rigoler par ici? C'est de regarder les gens vivre, hein, déjà. On a quand même des bons copains, n'est-ce pas, Hervé? Voilà. Et puis, on fait des dîners où on s'amuse bien. Ok. Voilà, c'est le côté pour moi. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Alors, le plus peur, j'ai eu très peur longtemps de remonter sur un bateau. Quand Christian voulait faire du bateau, j'avais évidemment un livre à finir en toute urgence. Donc, je restais scotché à mon ordinateur. Et je lui dis non, le bateau, ça va être fini, elle ne veut pas. Alors, autre anecdote assez marrante, un jour, il emmène des amis faire du bateau. Moi, je reste derrière mon ordinateur en me disant on va me téléphoner pour me dire qu'il s'est noyé dans les passes. Et 1 heure après, je dois revenir vers eux. En fait, il avait emmené les amis jusqu'au bord, enfin, au canon, là, où on avait le bateau amarré. Sauf qu'il avait regardé l'annuaire des marées de l'année précédente, donc en fait, il n'y avait pas d'eau. Après, il était un très bon marin. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui t'énerve beaucoup sur le bassin? C'est la foule d'été. La foule. Voilà. Ou l'annuaire des marées. D'accord. Pour qui c'est quelqu'un dans le public. Alors, compte tenu de l'afflux toujours plus important et toujours plus étalé, d'ailleurs dans le temps, des résidents secondaires ou des visiteurs temporaires, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura justement de quoi écrire des chroniques chaque année maintenant? Ah oui, je pense que si un jour ça me reprend de faire des chroniques, j'aurai d'autres anecdotes assez marrantes à raconter. Je le ferai peut-être d'ailleurs. Prochain livre en cours? Alors, prochain livre en cours, et donc un polar, qui est vraiment, qui en fait c'est de l'autodérision. Voilà, non, c'est pas de l'autodérision, c'est de la dérision. C'est l'histoire de 3 filles, de 3 copines. Oui. Il y en a une qui est mince, grande et belle, et blonde, et les 2 autres, elles sont obèses, mais elles s'adorent toutes les 3. Alors, il y en a une qui fait des régimes sans arrêt, qui se morfond en régime, qui court tous les instituts, qui se fait brûler autour de la pylolypolyse, etc. Et l'autre, elle s'en fout complètement, elle s'habille hyper collant, elle fait de la danse de salon, elle fait les feuilleuses, elle fait du néo burlesque, elle a plein d'amants, elle est très contente, elle ne fait pas du tout de régime. Voilà, c'est les amitiés entre ces 3 filles, qui se chipent les mecs, qui se gardent, enfin voilà. Très bien. La suite en atelier privé, si j'ose dire, pour poursuivre vos signatures et vos entretiens avec Jeanne, entre l'apéritif et des lectures qui devraient peut-être avoir lieu si jamais. À Simone maintenant, sinon qui est posé devant toi si tu veux. La même chose, résume brièvement ton livre, s'il te plaît Simone. Alors je précise, que le livre de Jeanne, bien sûr, est chez Geste Éditions, et les 2 prochains seront chez Kern. À toi Simone. Alors, il est allumé, mais tu peux parler bien en face. Il va te monter le son. C'est l'histoire, ce roman commence par la mort d'un prof d'histoire, d'un petit prof bordelais, un petit prof d'histoire, sans histoire, et dont la mort quand même pose problème. La police décrète que cet homme s'est suicidé, il a été retrouvé mort dans la Garonne, et la famille évidemment ne croit pas du tout à ce suicide. Donc le fils qui n'adhère pas aux conclusions de la police va partir enquêter sur la mort de son père, et il va partir à Jersey parce qu'un homme présent aux obsèques lui a remis une carte d'invitation qui l'incite à partir à Jersey. À partir de là, il va enquêter dans le milieu de l'argent à Jersey. Il va rencontrer une jeune héritière qui va lui permettre d'investir ce milieu, et l'enquête. Alors, à partir de ce moment-là, dans le livre, 2 enquêtes se succèdent. En flashback, on revient sur l'enquête du père, et les chapitres sont alternés, l'enquête du père et l'enquête du fils, qui se complètent finalement. Tes fameux va-et-vient. Ce fameux va-et-vient qui permet de reconstituer l'histoire à la fin. Mais comme ce livre était assez noir, j'ai eu besoin pendant l'écriture aussi de l'éclairer un peu, d'apporter une certaine lumière, et surtout
de l'oxygène au lecteur et même à moi pendant l'écriture. Et j'ai doublé cette histoire d'une autre histoire, celle d'une jeune femme altermondialiste qui vit dans le Médoc et qu'on ne voit qu'à travers les yeux de son fils, Gaspard, qui est un petit garçon de 9 ans, et donc qui nous fait le portrait de sa mère, un portrait un peu naïf et amusant, mais qui permet au lecteur de respirer. Voilà. Très bien, alors il y a pas mal de thèmes qui ressortent dans ce livre, qui sont des thèmes un peu récurrents de l'actualité. Je le disais tout à l'heure, on vrac comme ça les violences faites aux enfants, le blanchiment d'argent, les paradis fiscaux, et puis aussi les abus, notamment dans les maisons de retraite. Et tu viens de le dire aussi, l'altermondialisme. Or, quand tu écrivais ce roman, il me semble en tout cas que pour la plupart de ces chapitres, la presse n'avait pas encore pris les sujets. Donc on n'a qu'à dire que tu y avais pensé avant la presse, avant que l'actualité ne l'impose. Une prescience, une intuition? Je pense que c'est pas du tout une intuition, c'est parce que ce roman s'appuie aussi sur des faits réels. Et j'avais eu l'occasion de visiter un EHPAD dans le Médoc, exactement ce que je raconte. Voilà, donc c'est pas du tout un hasard, c'est simplement que quand on s'inspire de la réalité pour écrire un roman, bon, la coïncidence, c'est que la presse en a parlé l'année suivante. C'est vrai aussi pour l'affaire Epstein qui est sortie, j'en ai parlé avant que ça sorte, et voilà. C'est simplement parce que je m'inspire de l'actualité. Est-ce que tu penses qu'à notre époque, il y a encore beaucoup de fils qui partiraient à la recherche de l'histoire de leur père, au lieu de pleurer 5 minutes et de replonger dans leur téléphone portable? J'espère. Oui, moi je suis optimiste. Je crois dans la jeunesse. Oui, ben, bien sûr. Encore une petite question. Raconte-nous le travail de documentation que tu effectues pour chaque roman, mais pour celui-là en particulier. Alors pour celui-ci, au départ, j'avais été interpellée par... je regardais les 28 minutes d'Arte et Elisabeth a interviewé un auteur qui s'appelle Rénali, je crois, qui avait écrit un livre sur Verdier, Là où est l'argent. Son discours m'a intéressé, j'ai acheté son livre. Ce livre m'a renvoyé à d'autres livres, etc. Et voilà. Et c'est aussi comme suivre le fil d'une enquête, finalement, écrire un livre. C'est ça qui est passionnant aussi, parce que là, par exemple, je parlais tout à l'heure de ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Alors là, c'est encore... Je vais y venir. Voilà. J'aime beaucoup ce travail de recherche et d'enquête. Je vais y venir parce que justement, tu es en train de faire beaucoup de travail d'archives et de documentation sur ton prochain roman. Donc, comme la dernière question, c'était comme ton jeune, quel est ton prochain livre en cours? Et qu'on a la chance d'avoir Bernard Casaubon dans le coin, qui a dû forcément connaître un des personnages principaux du prochain bouquin. Je te laisse maintenant nous parler de quoi il s'agit. Alors, justement, j'en parlais avec Bernard tout à l'heure. Et c'est une histoire qui m'a été confiée par une amie qui vit ici au Cap Ferré et dont le mari était joueur de foot girondin. Et ils ont connu une femme dans les années 60 et 70 qui a eu un destin extraordinaire. Ils ont parlé de cette femme c'était une petite espagnole qui vivait au Capucin avec sa mère et qui a rencontré les footballeurs, les Girondins. Et à une époque où les Girondins, la pègre bordelaise, les proxénètes et la police faisaient la tête ensemble. Et donc, Chantal m'a fait rencontrer des personnes qu'il avait connues. Ces personnes, ensuite, j'ai des amis dans la police qui m'ont fait rencontrer des policiers d'époque. Je suis allée interviewer même un policier dans un EHPAD à Talence, un policier qui a 90 ans. Voilà. Donc là, c'est un vrai travail sur la vie de cette femme. Donc le prochain roman nous replongera dans un passé bordelais que certains d'entre nous ont connu de près ou de loin. Et on verra qu'effectivement, entre-temps, autre mœurs. Merci beaucoup Simone. Donc je rappelle évidemment que le titre du livre, Des enfants au paradis, Simone Gélin, chez Kerlin. Voilà.
Et puis on va passer à Guy Reichenmann. Je vous avais promis qu'on faisait un petit peu court et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez ensuite. Donc M. Reichenmann et M. Chignac se mettent d'accord. On l'a remercié, Jean Chignac, ou pas? Non, on l'a pas remercié, je crois. Hein. On est caché derrière, mais enfin sans lui, il n'y aurait pas de son. C'est un bienfaiteur universel, Jean Chignac. Alors là, on va parler de l'extravagante histoire de Lucia Fancini, chez Kern. Et ben, même exercice pour toi, mon Guy, de quoi parle ton livre? L'extravagante histoire de Lucia Fancini. C'est l'histoire d'un gamin que l'on va retrouver 30 ans plus tard dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle À la place de l'autre. Et dans ce livre, il est question d'un médium dessinateur qui va aider notre ami Anselme Villot, le flic de papier, qui n'est bon que dans les rapports écrits, je rappelle. Donc il a besoin de beaucoup d'aide et ce garçon, donc, qui s'appelle Léonard, c'est son nom de code, va aider donc Anselme Villot à résoudre une enquête absolument insoluble. Mais lui, il va le faire. Pourquoi? Parce que dans la police, ils utilisent souvent des médiums, surtout aux États-Unis. Il y a une femme très célèbre qui s'appelle Nancy Meyer, qui a participé à la résolution de beaucoup d'enquêtes. Je ne dis pas d'une sur deux, mais elle a participé à la résolution de beaucoup d'enquêtes. Donc j'ai créé un personnage qui est médium dessinateur et à la place de l'autre, en effet, il va aider Anselme Villot à résoudre cette enquête d'une façon un peu extraordinaire. Et Anselme Villot, voyant ce garçon et son don, il lui dit, mais depuis quand tu as ce don-là? Et il veut absolument savoir. Donc, ce Léonard a pris sa plume et a écrit l'extraordinaire histoire de Lucia Fancini. Donc c'est lui qui écrit le livre, c'est pas moi. Et ça se passe donc en 1956, où il y a une petite fille qui s'appelle Lucia Fancini qui va débarquer à côté de chez lui avec ses parents. Et donc il va voir cette fille arriver, elle est très belle, ils n'ont que 12 ans, ça fait rien, et il veut absolument la dessiner, et elle ne peut pas se laisser dessiner. Pourquoi? Il faut acheter le livre et l'offrir à vos amis. Alors, pourquoi avoir eu justement envie de retravailler ce qui était quelque part les fourmis dans les doigts? Voilà, alors. Et attends, je finis ma question. Pourquoi avoir eu envie donc de le retravailler? Est-ce un peu sous l'influence de Deninck? Ou est-ce que c'est un petit peu parce qu'en développant Léonard dans les Villoques, tu t'es dit que finalement il méritait qu'on se réoccuper de ça? Alors, c'est sous l'influence en effet de Didier Deninck, qui avait lu ce texte il y a une dizaine d'années. Il m'a dit tu dois le reprendre. Donc je l'ai repris, au niveau de l'histoire, en effet, je l'ai un petit peu plus fouillé, c'est déjà pas mal fouillé, comme dit Simone, il faut quand même beaucoup travailler en recherche préalable, et donc là j'étais encore plus loin, et je lui ai soumis donc ce manuscrit, il m'a fait l'amitié de me le corriger, donc c'était assez rare, parce que je ne sais pas si vous connaissez Didier Deninck, c'est quand même un des papes du polar français, au même titre que Manchette, à la même époque, au niveau sociétal, ce sont les deux grands pontes du polar. Donc il m'a fait cette amitié, et donc j'ai ressorti ce texte, en effet, que j'ai intégré dans la série. Alors ça s'appelle un spin-off, hein, c'est exactement, c'est-à-dire que je prends un personnage secondaire d'un de mes livres, et je le rends principal sur ce texte. Voilà. Alors, tu es souvent, voire tout le temps dans les derniers romans, justement, à l'aise avec tes personnages, à les faire évoluer dans le passé. Est-ce que c'est parce que tu aimes moins notre présent? Non, le présent il est ce qu'il est, hein, mais j'aime bien le passé. Moi, je vis dans une nostalgie positive. C'est-à-dire que j'aime bien mon époque actuelle, elle est comme elle est, on ne peut pas y faire grand-chose. Si jamais vous pouvez faire quelque chose, vous me le dites tout de suite. Hein. Mais voilà, donc on adhère à ce que l'on vit, mais j'aime bien parler du passé, oui, en effet, j'aime bien. Et là, on repart en effet en 1956, c'est une espèce de conte d'enfant, parce que j'ai créé des personnages, bien sûr que j'ai connus, hein, et on va monter dans la tragédie, mais on part en effet au départ comme si on était dans un conte d'enfant. Sans vouloir justement empêcher les gens d'acheter le livre, donc sans trahir un petit peu ce qui s'y passe, je vais te poser une question un peu générique qui a un rapport au livre. Est-ce qu'à ton avis, les personnes qui sont en situation, on va dire, de handicap, elles subissent une sorte de double peine?
à savoir bien sûr leur handicap en tant que tel, mais ensuite le poids social que cela représente, mais en même temps, est-ce qu'elles permettent aussi l'apparition de chevaliers blancs? Alors, tu parles de handicap, qu'est-ce que tu veux dire par handicap? Physique. Handicap physique. Lucien, elle ne veut pas se faire décider, on ne dira pas pourquoi. Ah oui. Mais Léonard s'intéresse à elle. Le fait, le handicap et le chevalier blanc. On a tous des handicaps, de toute façon, plus ou moins visibles. Mais le chevalier blanc existe toujours, bien entendu. Le problème du handicap, c'est que où on le supporte, on le subit, ou alors on essaie de le transcender. Bon, je veux dire, moi j'ai certainement des handicaps, ils ne sont pas visibles, mais on a tous des problèmes. C'est toi qui le dis. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, c'est vrai. Hein? C'est moi qui le dis. Bon, alors je débute. Hein? Bon, oui, non, mais je veux dire par là, c'est que le handicap, ça peut ne pas être un problème, oui, bien sûr. Et dans mon livre, ça n'en est pas. Au contraire, ça ouvre la porte à une merveilleuse histoire. Je vois sur ta table là-bas qu'il y a non seulement un roman, mais il y a aussi un jeu. Donc qu'est-ce que tu as fait là ces derniers temps? Tu as écrit et tu as fait des jeux? Oui, c'est un quiz de golf, parce que notre éditeur, ainsi que moi, qui s'appelle Jean-Luc Herrera, qui est chez Kern, d'ailleurs, une très belle maison d'édition, qui est, comme on dit, régionale, mais enfin, qu'est-ce qui n'est pas régional? Parce qu'il paraît que Paris, c'est pas une région, enfin, c'est une ville. Donc, m'a demandé, comme au cours de ma vie, j'ai quand même côtoyé le golf assez près, il m'a demandé de faire un quiz sur le golf, oui. Alors, c'est un quiz un peu sibyllin, mais les gens qui jouent au golf pensent qu'ils vont répondre à toutes les questions. C'est totalement faux, parce que je parle de golf, mais je parle également d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des termes techniques de golf du tout. On peut parler d'orage, on peut parler de pluie, on peut parler de balade, on peut parler de tout ça. Et tout ça, bien sûr, concerne le golf. Alors on va conclure parce qu'on a promis de faire rapide et puis qu'il y a un bel apéritif avec quelqu'un qui nous attend. Après je te repasse le micro, Jeanne, mais j'ai encore une petite question double pour Guy. Est-ce que le prochain livre sera à nouveau un Viloc? Et question. Alors le prochain livre va être absolument passionnant. Oui. Non, alors le prochain livre, oui. Je vais parler quand même du pays, mais de façon très 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 intense, puisque je vais repartir dans les années 20. Vous savez qu'il y avait un petit train qui s'appelait le petit train des dunes. Et ce petit train des dunes, il acheminait du bois qui était coupé au passage dans des scieries pour faire des poteaux de mine. Et ces poteaux de mine ont été acheminés d'abord à Jeanne de Boye et ensuite au môle de la Vigne. Après, à la place du port, il y avait des réservoirs à poissons. Et juste au chenal de la Vigne, eh bien, il y a une esplanade qui a été créée, un môle. Et les cargos venaient chercher ces poteaux de mine et les envoyer dans les mines d'Angleterre et du nord de la France. Donc je vais parler de ça. Alors j'en parle pourquoi? Parce que le garçon qui s'est occupé de ce petit train des dunes, il y avait deux sociétés. Il y avait la société Térébenthine de France et il y avait la société Fernand Reichenmann, c'est mon grand-père. C'est pour ça que mon père est né au Porge. Je me suis toujours demandé pourquoi il était né au Porge. Mon oncle aussi. Eh bien parce que justement il s'occupait de toute cette forêt, 8000 hectares de Somos, jusqu'à... Donc je parle de cette histoire. Et comme il a été ruiné en 29 à cause de la crise, et comme il avait des actions, ce con, et donc il était ruiné, donc il est parti avec son métier de coupeur de bois, il est parti au Gabon. Et là, après, je vais basculer sur le Gabon et je vais vous raconter la vie des broussards. Alors il y a un rapport, bien sûr, avec Anselme Giloc, il y a bien sûr un rapport avec le pays. On en reparlera. On en a effectivement déjà la salive, je ne sais quoi, à la bouche. Jeanne, tu vas conclure. Moi, je vais vous remercier d'avoir été attentif malgré ce bon et long week-end où on a envie peut-être de faire autre chose que d'écouter, mais vous l'avez fait, donc merci à vous. Et je vous repasse. Je remercie bien sûr les auteurs pour leur disponibilité et leur grande gentillesse. Alors, si vous êtes d'accord, mon ami Jean-Christophe, qui est là-bas derrière, va faire une lecture d'un extrait d'un de mes livres, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, ce livre s'appelle Cristal Noir. C'est un polar qui est sorti l'année dernière aux éditions de la Geste.
C'est la rencontre, le livre parle d'une rencontre passionnelle entre deux hommes, et il se trouve que ces deux hommes se rencontrent dans un bar qui s'appelait l'Ours Marin, qui était tenu par Jean-Christophe, et Jean-Christophe fait partie de ce livre, d'ailleurs. C'est l'ange bienveillant de ce roman. C'est lui qui fait rebondir l'action quand tout va mal. Jean-Christophe est le personnage qui est bienveillant, qui fait rebondir l'action. Voilà. Donc il va vous lire la rencontre entre ces deux hommes au bar de l'Ours Marin qui a existé dans les années 2010. Bon, à savoir que je m'appelle Cabu, et c'est mon nom, et nom qu'elle a utilisé donc dans le livre. Oui, parce que j'ai permis de le faire, évidemment. Donc c'est à moitié vrai tout ça. Rue des Boucheries, l'Ours Marin est une longue salle en pierre de Bordeaux dont la décoration foutraque et chaleureuse donne aux nouveaux venus l'illusion de rentrer chez lui. Peinture, croquis au fusain, encres et cordages de marine jouxtent des photos d'amis, des slogans en faveur de la GPA ou des affiches bariolées. Gabriel se faufile parmi une clientèle de rares femmes transgenres, d'hétéros et de gays. Naviguant derrière un vaste comptoir à angle droit, saluant les habitués qui jouent aux fléchettes, discutent ferme de rugby, de politique, un quadragénaire aux cheveux ras et à la belle gueule burinée, se penche vers Gabriel, plante ses yeux d'un bleu d'acier dans les siens et l'interroge, avec un geste vers une grande table d'hôtes dressée contre le mur du fond. « Tu restes pour dîner ? Mama Rose est au fourneau ce soir. »« Mais qui est Mama Rose ?» demande Gabriel. « Une franco-camerounaise qui habite en face, 130 kilos de loufoquerie et d'humour. » Les questions frichtis, se renseigne Gabriel prudent, couscous, colombo ou autre, en fonction de ce qu'elle a dégoté au marché des Capucins. Un plat unique qu'on partage à une trentaine de personnes. 12 € sans levain, ça te va? Séduit par l'atmosphère bon enfant de l'ours, Gabriel accepte et commande un verre. À des remarques, ici ou là, il devine que les homos croisent l'extrême gauche et la scène alternative bordelaise dans ce bar qui n'a rien de ce plus bruyant et ouvertement tourné vers la drague où il lui arrive de descendre à Paris. Il repère l'inconnu de la rue Sainte-Catherine en discret pourparler avec un serveur qui ne porte que des bretelles en cuir noir sur son torse glabre. Quelques billets et un petit paquet change de main. Je ne sais pas à quoi il carbure, le barman, mais il est réchauffé, souffle Gabriel à son voisin. Un gars à la tignasse châtain clair, aux épaules de bûcheron, qui sirote un Perrier Rondelle, le regard braqué vers le plancher. Le type n'est pas du genre à frayer facilement. Il pivote vers Gabriel et le scrute avec méfiance. L'examen doit se révéler positif puisqu'il déclare d'une voix douce, l'ombre d'un sourire flottant sur ses lèvres charnues, Cabu va lui dire de se rhabiller, au sens propre comme au sens figuré. Cabu ? Questionne Gabriel. On le surnomme Captain Cabu parce qu'il porte toujours une vareuse et un bonnet de marin sur la tête. Il vous a parlé de Mama Rose tout à l'heure. De fait, le quadragénaire, on est cassé de boxeur, ça c'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai ça. Se propulse vers l'énergumène harnaché de bretelles et l'entraîne derrière un rideau noir qui occulte la réserve. Le barman réapparaît quelques instants plus tard, penaud, vêtu d'une marinière, et il suggère à son acheteur de quitter l'établissement avec un geste explicite en direction de Cabu qui les surveille furibond. Avant de franchir la porte, le blondinet barbu s'arrête près de Gabriel et lui chuchote qu'il a du matos de premier choix. Ce dernier l'ignore et s'adresse au buveur solitaire. Eh ben, ça rigole pas ici. L'autre ne moufte pas. Ben, c'est le bonnet de service, il a une case en moins, songe Gabriel, accoutumé aux plaisanteries faciles. Bravo, Mama Rose nous amène le poulet DG dans un instant. À table, on s'assoit où on veut, annonce le patron. Des groupes forment immédiatement, car la plupart des dîneurs se connaissent. Gabriel est rejeté en bout de table. Tous trouvent une place sur les bancs, sauf le grand brun Rabelais qui piétine à l'égard sans oser jouer des coudes. Avec un sourire aimable, Gabriel prie la jeune femme installée à sa gauche de se pousser. « Eh, l'ami, viens là, tu vas prendre un signe. » Le garçon s'exécute. Gabriel, qui n'a d'autre ambition que de passer une soirée agréable, se présente. Mais l'éruption de Mama Rose, montagne de chair emballée dans un boubou coquelicot fleuri de tournesol, empêche l'inconnu de se nommer. L'Africaine se presse contre le dos de Gabriel, hisse par-dessus sa tête un énorme faitout qu'elle pose sur la toile cirée. Elle l'informe tout bas d'une voix flûtée de petite fille.
qui contraste avec son physique de sumo africain, que son copain s'appelle Camille. Et elle est la seule à qui il dit quelques mots. Il est timide ce bébé-là, dit-elle. Sacrément baraqué le bébé, dit Lance Gabriel entre ses dents. Un bébé quand même, j'en suis sûr, tu verras. Bah, voir quoi, reprend Gabriel interloqué. Oh, vous deux, roucoule-t-elle, en frottant son index contre son majeur. Et pas seulement cette nuit, je te le dis. Et Mama Rose s'éloigne de lui sous les applaudissements de l'Assemblée, qui s'extasie sur le poulet d'Égée. Elle se laisse tomber auprès de Cabu, qu'elle couve d'un œil maternel. Un peu plus? On s'arrête là. On s'arrête là, ça marche. C'est l'heure de boire, mes amis. On est parti avec des huîtres, plein de choses. Donc dans quelques minutes, nous allons démarrer la rencontre littéraire.